On va aujourd'hui continuer avec les indicateurs et indices sanitaires et avec la classification de ces indicateurs. On s'est arrêté au niveau des indicateurs sociodémographiques et on va continuer par le taux d'accroissement naturel, qui est le taux brut de natalité moins le taux brut de mortalité. En Tunisie, la population a évolué avec un taux de l'ordre de 1,03% au cours de la dernière décennie 2004-2014. Bien sûr, ce taux d'accroissement naturel est bien lié à l'indice synthétique de fécondité qui reste, donc l'indice synthétique de fécondité qui reste un indicateur plus riche que le taux d'accroissement naturel. Concernant l'espérance de vie à la naissance, l'intérêt principal des taux spécifiques selon l'âge et le sexe est son utilisation dans la construction de tables de mortalité et par suite dans le calcul de l'espérance de vie, qui se définit comme la durée de vie moyenne, c'est une durée de vie moyenne, autrement dit l'âge moyen au décès, d'une génération fictive soumise aux conditions de mortalité de l'année de naissance. Donc c'est une durée de vie moyenne à une année donnée. Cet indicateur est présenté sous la forme d'un chiffre global et pour chaque sexe, il est exprimé en années. Cet indicateur est l'un des indicateurs de l'état de santé les plus fréquemment utilisés. L'augmentation de l'espérance de vie à la naissance peut être attribuée à plusieurs facteurs, surtout l'élévation du niveau de vie, l'amélioration du mode de vie et l'augmentation du niveau d'instruction, ainsi qu'un accès plus large à des services de santé de qualité. En Tunisie, d'après les résultats de l'Institut national de statistique, l'INS, en 2014, l'espérance de vie pour les deux sexes était de 74,9 ans, pour les hommes de 73,9 ans et pour les femmes de 77,3 ans. Passons maintenant à la structure de la population et les changements démographiques. À la composition par âge et par sexe d'une population donne la structure d'une population ce qu'on appelle la pyramide des âges, un caractère fondamental pour la planification. J'ai donc choisi ici un schéma, disons théorique, d'une pyramide des âges qui est vraiment, sur le plan, forme une réelle pyramide, où il y a à gauche les hommes en bleu, les femmes à droite en rose, et sur l'axe des ordonnées, on passe donc les différents âges des âges, des petits âges, jusqu'en haut, les âges avancés. La structure de la population est la mieux représentée par une pyramide des âges. L'allure générale de la pyramide des âges reflète l'état de la structure de la population par âge et sexe en un moment donné, après avoir subi les variations des événements démographiques, naissance, décès, migration, durant des décennies. On va détailler tout ça. En effet, la composition par âge est soumise à des changements au cours des années, principalement la fécondité et la mortalité, mais
on peut dire que la grande partie est à cause des variations dans la fécondité, mais également à d'autres phénomènes tels que la mortalité, mais s'ajoutent aussi les migrations, les phénomènes migratoires. On peut représenter ces mêmes éléments par une autre classification en mouvement naturel et mouvement migratoire. Le mouvement naturel serait les naissances et les décès. Le mouvement migratoire serait constitué lui aussi par deux mouvements qui vont dans des directions opposées, l'immigration et l'immigration. Et l'immigration moins l'émigration constitue le solde migratoire qui peut être positif ou négatif, en plus ou en moins. Si on prend la signification, ou bien si on veut expliquer l'évolution de la pyramide des âges, ou donc de la pyramide des âges en général, pour un pays quelconque. L'histoire de l'humanité est jalonnée par des épidémies et des pandémies particulièrement meurtrières, puis d'autres maladies transmissibles qui ont continué à alourdir la mortalité. Dans l'histoire de l'humanité, on a vécu une ère où il y avait une mortalité élevée du fait de ces épidémies, de ces pandémies fréquentes et multiples. Cette forte mortalité était accompagnée par une fécondité élevée, ce qui fait que c'était une population qui se reproduit énormément, où la mortalité était élevée, et c'est de ce fait qu'on a eu une pyramide, donc une base large avec un sommet qui est fin, qui donne donc le dessin d'une pyramide. Par la suite, la révolution industrielle, l'amélioration des conditions socio-économiques, puis le développement de la médecine ont eu pour conséquence la maîtrise des maladies infectieuses, voire l'éradication de certaines d'entre elles, donc une baisse de la mortalité accompagnée d'une baisse spectaculaire de la fécondité, engendrant ainsi le vieillissement de la population dans la plupart des pays industrialisés surtout. Alors, pourquoi une baisse spectaculaire de la fécondité? C'est surtout l'amélioration des conditions socio-économiques, du mode de vie, des conditions de vie, de l'amélioration de l'éducation. Et pourquoi dit-on que c'est dans les pays industrialisés surtout? Parce que les passages d'une situation marquée par une forte mortalité et natalité vers une situation de faible mortalité et faible natalité ne se sont opérés ni au même moment, ni avec la même intensité. Cela dépend de quel pays on parle. Est-ce que c'est un pays riche, intermédiaire ou pauvre? Donc, selon la catégorie du pays, donc, riche, intermédiaire ou pauvre, le moment et l'intensité du changement changent. Ici, j'ai pris 3 exemples. Le premier, et les 3 sont en 2016, des pyramides des âges de 2016. À gauche, on a la pyramide des âges de l'Angola en 2016. Une haute natalité et une haute mortalité. Donc, c'est une pyramide donc authentique, avec une base très large, donc une haute natalité, et un sommet fin, donc une mortalité qui est aussi importante. Donc, on peut dire que vraiment un pays sous-développé. L'exemple du milieu, celui de la France, toujours en 2016, on dit que c'est une population stabilisée. Si vous voyez, ce n'est plus une pyramide, c'est presque un cylindre. Il a une base qui n'est pas négligeable, bonne donc fécondité, bonne natalité, et
un sommet qui est large, c'est dû à la baisse de la mortalité. C'est pratiquement donc une pyramide des âges qui est plutôt en cylindre. Et on parle de population stabilisée. À droite, toujours en 2016, mais en Espagne, on parle d'une population vieillissante. Pourquoi? Parce qu'il y a une base qui est rétrécie, qui est diminuée, donc une fécondité et une natalité donc diminuée, et un sommet qui est plus large. Disons que ce sommet plus large qui commence dans les années 45, dans les âges 45, âge entre 40 et 45, au-dessus de cette charnière, disons, on voit bien qu'il y a une pyramide bien dessinée. Donc, si on revient 40 ans donc, en arrière, on avait une population qui était plutôt une population très féconde, où la mortalité était importante. Donc c'est comme un peu l'Angola en 2016. Donc, la partie de la pyramide des âges de l'Espagne, qui commence à partir de l'âge 40-44 ans, donc, à partir de cette catégorie d'âge 40-45 ans, et allant vers le haut, on retrouve une pyramide pratiquement bien dessinée, comme celle de l'Angola en 2016. Donc, si on revient 40 ans en arrière, on va retrouver donc pratiquement une même population. Sinon, au-dessous, il y a un creux, et ce creux relate d'une modification de la société avec une baisse énorme de la natalité et de la fécondité, et bien sûr, lorsqu'on dit une baisse énorme de la natalité et de la fécondité, une baisse énorme de l'indice synthétique de fécondité, et cet aspect-là ne concerne pas uniquement l'Espagne, il concerne pas mal de pays européens et développés. Pour la Tunisie, dans un premier temps, des progrès sanitaires avec une baisse de la mortalité sans influer sur la fécondité. Donc juste des progrès sanitaires. La baisse de la mortalité et le maintien d'une fécondité élevée avaient pour conséquence, bien sûr, l'accroissement de la population. Plus tard, des progrès aussi sanitaires ont permis la chute de la mortalité infantile et l'alphabétisation des femmes, la politique de planification familiale et le progrès sanitaire ont fait qu'il y ait eu donc une baisse de la fécondité. Et l'indice synthétique de fécondité est passé de 7,20 en 1960 à 2,31 en 2016. Le taux global de mortalité était aux environs de 30 pour 1000 habitants. La mortalité infantile, conséquence de la malnutrition et des infections, dépassait les 150 pour 1000 naissances. L'espérance de vie à la naissance atteignait à peine 40 ans. Les femmes étaient happées par le cercle vicieux, ignorance, procréation, mortalité. À partir de 1970, le taux global de mortalité a fortement baissé pour atteindre 6 pour 1000. À la fin des années 1990, le taux de mortalité infantile a lui aussi enregistré une baisse spectaculaire. Il est passé de 150 pour 1000 naissances dans le cours des années 60 à 26 pour 1000 en 2000. La baisse de la mortalité infantile a eu pour conséquence un formidable accroissement de l'espérance de vie à la naissance. Celle-ci est passée de 37 ans dans les années 40 à 52 à la fin des années 60 et à 74,9 ans en 2014, comme on l'a déjà vu. Partant d'un niveau légèrement plus faible que celui des hommes, les femmes maintenant connaissent
une longévité plus importante que les hommes. Le déclin de la fécondité sur une période de temps relativement courte est un des aspects remarquables de la transition en Tunisie, et puisque partant d'un niveau proche de celui des pays les moins avancés, dans les années 40 et 60, la natalité passe rapidement à celui des pays intermédiaires et même en dessous. Entre 66 et 2000, la natalité a affiché une baisse soutenue. Le taux de natalité est passé de 44,5 naissances pour 1000 habitants en 66 à 19,4 en 2014. La transition démographique en Tunisie, vous voyez très bien qu'on passe à gauche et en haut en 1966 d'une pyramide presque bien dessinée et donc à une pyramide en bas et à droite qui est une pyramide qui prend de la largeur dans ses couches intermédiaires. Et on va voir la pyramide de 2016. Et donc c'est une population où la mortalité diminue, la fécondité reste quand même soutenue, pas importante mais satisfaisante, avec une mortalité qui diminue, donc ce qui fait cet élargissement de la population dans sa partie donc intermédiaire, sa partie moyenne. Venons à la pyramide des âges tunisienne de 2016. La pyramide des âges obtenue à partir des données de recensement de 2016 en Tunisie, cette figure 3, présente essentiellement 4 particularités. 1. Alors c'est encadré en rouge. Donc une base élargie au niveau du groupe d'âge 0-4 ans, en quelque sorte une reprise de la fécondité par rapport au creux dont on va parler plus tard, et à un degré moindre au niveau du groupe d'âge 5-9 ans. Ceci est dû à l'entrée en âge de progression des jeunes filles appartenant à des générations nombreuses nées dans les années 70 et 80, donc ayant un âge entre 36 et 46 ans en 2016. 2. Un creux observé au niveau de la tranche d'âge 5-30 ans, dû principalement à la baisse progressive du nombre de naissances entre 87 et 2010. Donc, 2010 pour les 5 ans, pour les âges de 5 ans, et 87 pour les âges de 30 ans à peu près. À partir de la tranche d'âge 25-29 ans, une quasi-régularité de la pyramide des âges, donc à partir de 30, donc régularité de 30 ans, de l'âge 30 jusqu'à l'âge 65, il y a une pyramide qui est bien dessinée. Dans cette tranche d'âge, plus on avance dans l'âge, plus l'effectif de la cohorte diminue de façon plus ou moins régulière. Bien sûr, ici, si on revient 30 ans en arrière, à partir de 2016, c'est-à-dire, donc on va se retrouver dans l'année, disons, 85, où la population, à ce temps-là, était une population beaucoup plus jeune que maintenant. C'est la même remarque qu'on a fait pour donc, la pyramide des âges de l'Espagne. Notons que le groupe d'âge 25-30 ans, celui-là, 25-30 ans, c'est donc le cadre 2 en rouge, constitue une tranche d'âge charnière. C'est au cours de cette période qu'on a enregistré le nombre de naissances le plus élevé, avec un maximum de 1900
un maximum en 1986. Et puis, la partie supérieure du graphique de la pyramide, un rétrécissement au-delà de 65 ans d'âge. Il s'agit des générations nées avant 49. Elles sont des générations déficitaires et particulièrement celles nées durant la décennie des années 40, décennie de guerre, d'épidémies et de difficultés économiques et sociales. On parle de projection démographique. L'intérêt de ces projections est de pouvoir estimer d'autres paramètres, notamment l'utilisation des services de santé et de là les ressources requises pour répondre à ces besoins. Donc, les projections démographiques, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce qu'on projette, comment va être la population tunisienne, pour savoir un peu quels sont nos besoins. Comment va évoluer l'utilisation des services de santé, toute une catégorie d'indicateurs qu'on va voir plus tard, et surtout l'utilisation des ressources donc qu'on doit programmer. Passons aux indicateurs socio-économiques. Toujours dans la première catégorie, les indicateurs socio-démographiques. Les indicateurs socio-économiques englobent le niveau d'éducation, le revenu, l'ethnie, la langue et la race. Donc, ces indicateurs ont une influence non seulement sur la santé, mais également sur l'utilisation des services de santé. Bien sûr, l'utilisation des services de santé dépend des catégories de personnes, des catégories de population. Donc, ils ne mesurent pas directement la santé. Ce sont des indicateurs indirects de la santé. Ce sont des facteurs extérieurs au secteur sanitaire, mais qui ont une influence sur la santé. Le statut socio-économique est un indicateur global combinant les statuts économiques, social et éducationnel. Le travail. Les chômeurs ont une mortalité par suicide plus élevée que le reste de la population. Les ouvriers non spécialisés, cultivateurs et journaliers ont une surmortalité par rapport aux autres catégories sociales et techniques. Cela concernant le travail. La race, par exemple, le taux de mortalité infantile est 2 fois plus élevé chez les Noirs que chez les Blancs. Les inégalités sociales se reflètent sur la mortalité et sur la morbidité. Les études font ressortir clairement que les gens peu instruits appartenant aux couches socio-économiques défavorisées présentent plus fréquemment des problèmes de santé que les personnes instruites et plus favorisées financièrement, tels que le diabète, les hépatites virales, l'hypertension artérielle, la maladie cardiaque, etc. Les différences sont notables au niveau de la fréquence globale des problèmes, mais également par rapport à leur sévérité. Donc, différence au niveau de la fréquence des problèmes de santé, mais aussi de leur sévérité. Toujours les inégalités sociales se reflètent sur la mortalité et sur la morbidité. En l'absence de programme public d'assurance pour les soins médicaux, il y a une relation directe et dans le même sens entre le volume des soins médicaux consommés et le revenu familial. En l'absence de programme public d'assurance pour les soins médicaux. On va parler ultérieurement de ce programme d'assurance, disons d'assurance publique en quelque sorte. L'instauration d'un régime d'assurance maladie neutralise ce facteur. Donc, en principe, il neutralise ce facteur. Maintenant, on va passer aux indicateurs de santé, où on va parler de la mortalité, la morbidité, les facteurs de risque et l'incapacité. Concernant la mortalité,
On va parler au début de la mortalité spécifique selon la maladie. C'est le nombre de décès par la maladie fois 1000, pour avoir le pour 1000, sur la population centrannée. Alors, comme je vous l'ai dit avant, la notion de population centrannée, lorsque on va vous donner un exercice dans lequel il vous sera demandé de calculer un taux. Donc, vous avez besoin de cette notion de population centrannée. Alors, dans l'énoncé, on va vous donner soit texto cette population centrannée, on va vous dire que la population centrannée elle est de telle, soit on va vous donner la population du 30 juin ou du 1er juillet de l'année d'études, et c'est considéré comme la population centrannée, soit on va vous donner, pour la mortalité surtout, la population donc du début d'année et la population de la fin d'année, et la population centrannée serait la moyenne entre les deux. Ça, c'était une parenthèse concernant cette notion de population centrannée, comme on l'a vu. L'exemple, dans une population d'un effectif moyen de 1 million d'habitants, il y a 100 décès par cancer bronchique au terme d'une année de suivi. Donc toujours pour un taux, il doit toujours préciser la durée. La mortalité spécifique par cancer bronchique est de 100 sur 1 million. Alors, une remarque importante, il ne faut pas confondre le taux spécifique de mortalité par une maladie M avec la proportion de décès parmi l'ensemble des décès. Donc, ce serait 100 sur le total des décès de cette année, quelle que soit la maladie ou quelle que soit la cause. Donc, on a 100 décès par cancer bronchique, on va les diviser sur le total des décès de cette année, et ce serait la proportion de décès. C'est une proportion, ce n'est pas un taux. Le taux de létalité. En ces jours, on parle de taux de létalité du Covid-19. Et c'est une occasion pour savoir quelle est la différence entre le taux de mortalité spécifique d'une maladie et le taux de létalité. Si le taux de mortalité spécifique était le nombre de décès par maladie fois 1000 sur population centrannée, le taux de létalité, ce serait le nombre de décès par maladie fois 1000. Donc c'est le même numérateur, seulement le dénominateur il change, c'est le nombre de sujets, c'est le nombre de sujets atteints par la maladie. Donc la probabilité qu'un sujet atteint d'une certaine maladie de décéder de cette maladie. Exemple, parmi les 1000 nouveaux cas de cancer bronchique, 100 décèdent au terme d'une année de suivi. Donc le taux de létalité est de 100 sur 950. Alors, pourquoi 950? Bien sûr, parce qu'on est parti d'un chiffre au début de l'année de 1000, donc, parmi les nouveaux cas de cancer bronchique. Et on est arrivé à la fin avec 900 seulement, à la fin de l'année, parce qu'il y a eu 100 décès. Donc la population centrannée serait la moyenne des deux chiffres de début et de fin d'année, c'est-à-dire 1000 plus 900 sur 2, ça donne 950. Donc c'est la population centrannée, 950. Donc 100 sur 950, 10,52 pour 100 personnes année. La proportion de létalité est égale à 100 pour 1000. La proportion de létalité et non pas le taux de létalité. La proportion de létalité est égale à 100 pour 1000, c'est-à-dire 10%. Proportion de létalité, c'est-à-dire le nombre de décès sur le nombre de personnes donc
exposés, donc c'est-à-dire le nombre du début de l'année, c'est les personnes, c'est les 1000 nouveaux cas, donc on fait plutôt 100 sur 1000, 100 sur le chiffre ou la taille de la population au début de l'année, c'est une proportion. Pour la morbidité, il y a 4 types de morbidité. Donc ici on va expliquer quelque chose de général qu'il faut savoir. Il y a ce qu'on appelle la morbidité réelle. Il y a la morbidité diagnosticable, incluse dans la morbidité réelle, et incluse dans la morbidité diagnosticable, la morbidité diagnostiquée. Donc il y a toujours en principe une partie de la morbidité qui reste non diagnosticable. À l'échelle de la personne, il y a une morbidité ressentie, donc qui a une intersection avec les 3 types de morbidité réelle, diagnosticable et diagnostiquée. Et à l'intérieur de cette morbidité ressentie, une morbidité exprimée qui, de la même façon, a une intersection avec les 3 morbidités réelles, diagnosticables et diagnostiquées. Donc, il reste donc une partie de la morbidité qui est non diagnosticable et qui peut être expliqué par les cortèges de différentes maladies, cortèges psychosociologiques. Donc, juste pour mettre le point sur la notion de morbidité. Les données de morbidité sont plus difficiles à obtenir que celles de la mortalité, puisque la mortalité est un événement important dans la vie. Et donc obligatoirement enregistrable, doit être enregistré à l'échelle de la communauté, même sur le plan médico-légal. Donc c'est pour cela que la morbidité reste plus difficilement mesurable. En général, la morbidité hospitalière est bien documentée. Bien sûr, dans un hôpital, on peut avoir des statistiques sur les différentes maladies et leur fréquence, mais au niveau de l'hôpital, ce sont des données hospitalières. Cependant, elles ne reflètent pas que la partie émergente de l'iceberg, c'est-à-dire que ce sont des données hospitalières qui ne peuvent refléter les données communautaires. Dans la population générale, la morbidité ressentie ou non, exprimée ou non, et non diagnostiquée, ne peut s'exprimer que dans une enquête épidémiologique ou des examens systématiques, campagnes de dépistage. Alors je m'explique. Pour la morbidité, qu'elle soit ressentie ou non, ou exprimée ou non, si elle est non diagnostiquée par le système de santé existant, on ne peut la détecter, on ne peut l'exprimer que dans une enquête épidémiologique, et on va en parler plus tard pour les sources d'information, dans une enquête épidémiologique, ou bien des examens systématiques tels que des campagnes de dépistage. Campagne de dépistage, c'est-à-dire de prévention secondaire, où il s'agit de détecter la maladie chez des personnes qui ne se sentent pas malades. Donc,
c'est déjà une morbidité non ressentie, non exprimée. Concernant la morbidité, on parle de mesures d'incidence et de mesures de prévalence. Alors, la mesure d'incidence. L'incidence, c'est un taux. C'est un débit. Donc, elle se mesure selon la notion de percenton. C'est le nombre de nouveaux cas dans une population pour une période de temps donnée. Réellement et exactement, taux d'incidence égale nombre de nouveaux cas d'une maladie fois 1000 sur la notion de PT, population percentant, c'est-à-dire population centranée. Plus simplement. Exemple, durant l'année 2015, 10 nouveaux cas d'une maladie cancéreuse ont été recensés dans une population de 5000 individus le 1er juillet 2015. Donc une population de 5000 individus le 1er juillet 2015, c'est une population centranée. 10 nouveaux cas d'une maladie cancéreuse ont été recensés durant une année, 2015. Donc le taux d'incidence est égal à 10 sur 5000, est égal à 2 pour 1000. Pour la prévalence, c'est le nombre de cas en évolution à un instant ou à une date donnée pour une population donnée. C'est le nombre total des cas anciens et nouveaux fois 1000 sur population étudiée. Lorsqu'on dit à un instant ou une date donnée, cela veut dire que la notion de temps n'existe pas. C'est une mesure instantanée, donc c'est un pourcentage. Exemple, on a recensé au 1er février d'une année X 100 cas de diabète dans une population de 5000 individus. Donc, à cette date-là. Et 100 cas de diabète nouveaux et anciens. Le taux de prévalence, il est égal à 100 sur 5000, il est égal à 20 pour 1000. Ici, le terme taux est utilisé par abus de langage. Il s'agit en fait d'une proportion de prévalence, appelée aussi point prévalence, plus exactement. L'incidence renvoie davantage, donc, soit à la description des maladies de courte durée, maladies aiguës. Donc l'incidence, elle est surtout mesurable et importante pour les maladies de courte durée, aiguës, ou bien dans des études étiologiques. Alors, c'est quoi les études étiologiques? Les études étiologiques, c'est les études épidémiologiques qui nous permettent d'étudier la relation qui existe entre un facteur de risque, ou bien une étiologie, une cause, et une maladie. La cause qui donne cette maladie. Les causes qui peuvent donner cette maladie. Dans ces études étiologiques, il y a la notion de temps. Il y a la notion d'exposition à la cause et de suivre les sujets exposés et les sujets non exposés pour voir la fréquence de la maladie après. Donc, dans les études étiologiques, la notion de temps, et c'est une notion très importante. Et donc, si on dit temps, on ne dit pas proportion, on dit taux, donc on dit plutôt incidence. C'est le taux de survenue de nouveaux cas de maladie dans les études étiologiques. Une variante du taux d'incidence est le taux d'attaque, mesuré lorsque la population n'est exposée que pendant une période limitée, un temps qui est presque instantané. Ici, le taux perd sa qualité, le taux d'incidence perd sa qualité temps. Donc, il devient presque une proportion. Et on l'appelle le taux d'attaque. On l'appelle, disons, faussement le taux d'attaque. Cette circonstance se retrouve particulièrement lors des épidémies dues à des maladies à éclosion rapide. Le dénominateur du taux d'incidence est la population exposée. Ce n'est pas la population centranée, c'est la population exposée. Les définitions changent. Le meilleur exemple, c'est l'exemple d'une toxi-infection alimentaire collective, ce qu'on appelle la TIAC.
dans un restaurant universitaire. Dans les restaurants universitaires, dans les restaurants publics, il y a un problème, donc, ce problème s'appelle, qui peut survenir, ce problème-là, c'est l'éclosion d'une infection aiguë, généralement à symptomatologie digestive, avec surtout diarrhée, vomissement, et avec fièvre. C'est ce qu'on appelle les toxi-infections alimentaires collectives. Alors, ces toxi-infections alimentaires collectives, qui peuvent survenir dans des restaurants publics ou universitaires, dans notre exemple, dans un cas pareil, on a eu 100 étudiants qui ont mangé du gâteau dans une toxi-infection alimentaire collective. Bien sûr, dans une toxi-infection alimentaire collective, on a donc on a un repas qui est suspecté d'être la cause de la maladie. Et ce repas, il contient plusieurs aliments. Et donc, on va étudier tous les aliments. Alors là, on a étudié ceux qui ont mangé du gâteau. 100 étudiants ont mangé du gâteau, 10 ont développé la maladie. Le taux d'attaque de cette toxi-infection pour ceux qui ont mangé le gâteau, il est de 10 sur 100, il est de 10%, et on va faire le taux d'attaque pour tous les autres aliments, et le taux d'attaque qui serait le plus important serait pour l'aliment le plus suspect. Donc ici, il n'y a plus de notion de temps. Donc, on parle de taux, c'est une variante du taux d'incidence, mais réellement, c'est une proportion. Concernant la relation entre le taux d'incidence et le taux de prévalence, une équation qui est connue, la prévalence est égale à l'incidence fois la durée moyenne de la maladie. Exemple, le taux d'incidence d'une maladie cancéreuse dans une population donnée est égal à 2 pour 1000. La durée moyenne de cette maladie est de 5 ans. Donc, la prévalence est égale à incidence fois durée est égale à 2 sur 1000 fois 5 est égal à 10 sur 1000. 2 fois 5, 10 sur 1000 est égal à 1 pour 1000 habitants. C'est une prévalence. Cette équation pourrait expliquer pas mal d'exemples. Pour l'exemple 1, dans l'hôpital, la durée moyenne de la maladie diminue énormément du fait du traitement. Donc, lorsqu'on traite les malades, la durée moyenne de la maladie va diminuer. Donc, la prévalence va aussi diminuer, même si l'incidence augmente, puisqu'avec le traitement, la diminution de la durée moyenne de la maladie avec le traitement, elle est beaucoup plus importante que l'incidence, l'augmentation de l'incidence, même si elle augmente. Le deuxième exemple, supposons qu'un traitement pour une maladie donnée entraîne une diminution de la mortalité due à la maladie sans entraîner une augmentation du taux de guérison. Donc il y a une diminution de la mortalité, les malades ne meurent plus ou meurent moins fréquemment, mais restent malades, donc ce qui fait qu'il y a une durée de maladie, durée moyenne de maladie qui va augmenter, et puisque la durée moyenne de la maladie va augmenter, donc la prévalence, elle va augmenter aussi. Cette équation est importante en ce sens que une maladie prévalente, fréquente, dont l'incidence serait la composante principale, importante, nous orienterait vers une prévention primo-secondaire. Bien sûr, si une maladie, pour une maladie, l'incidence est le facteur essentiel de son évolution,
Donc il faut surtout faire une prévention primo-secondaire pour éviter la survenue des cas, la survenue de nouveaux cas. Ou pour dans la prévention secondaire, c'est-à-dire le dépistage, pour les détecter d'une manière plus rapide, avant leur expression naturelle. Dans le cas où la composante principale serait la durée, donc des maladies chroniques, la stratégie de prévention serait surtout secondaire et tertiaire. Là, c'est la maladie qui s'installe, mais elle va durer dans le temps. Et lorsqu'elle s'installe, bien sûr, on va de toutes les façons essayer de faire des préventions primaires et secondaires, mais c'est surtout, vu sa durée importante, il faut surtout faire une prévention secondaire et tertiaire, donc dépistage et prévention tertiaire, donc pour éviter les complications. On a parlé dans la partie démographique de la transition démographique. Ici, on va parler de transition épidémiologique. Et attention, transition démographique et épidémiologique, ce sont deux transitions qui sont concomitantes. Dans cette diapositive, on va essayer de expliquer cette concomitance. Alors, en Tunisie, l'amélioration des conditions de vie et de l'assainissement avec un progrès de la couverture vaccinale contre les maladies transmissibles a entraîné une diminution des maladies transmissibles. La transition démographique, comme on l'a vu, a donné un vieillissement de la population avec une amélioration de l'espérance de vie. Avec les changements des habitudes de vie, le tabagisme, qui devient de plus en plus important, le mode de consommation alimentaire, la sédentarité, il va y avoir une augmentation des maladies non transmissibles, prenant parfois l'allure de véritables épidémies aux dépens des maladies transmissibles. Donc, la transition épidémiologique serait la transition d'un état où la mortalité était surtout due à des maladies transmissibles vers un état où la mortalité devient surtout due à des maladies non transmissibles, telles que les cancers, les maladies endocriniennes, les maladies cardiovasculaires. Et ces maladies-là, on les appelle non transmissibles, mais généralement, il y a une certaine transmissibilité qu'on admet, c'est la transmissibilité sociale des modes de vie, donc qui sont transmissibles. Donc, ces maladies-là, qui sont non transmissibles, prennent l'allure d'une véritable épidémie. Et c'est la transition épidémiologique qui accompagne la transition démographique. On va passer aux facteurs de risque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un facteur de risque? C'est une caractéristique d'un individu ou de son environnement qui rend cet individu plus susceptible qu'un autre, ne possédant pas cette caractéristique, d'être atteint d'une maladie particulière. Par exemple, le tabac est un facteur de risque du cancer bronchopulmonaire. La relation entre un facteur de risque et une maladie est exprimée principalement par deux indicateurs. Le risque relatif, le RR, et le risque attribuable, donc le RA. Si on prend ce tableau, dans une étude, on a des personnes malades, des personnes non malades, des personnes exposées, des personnes non exposées. Donc c'est une étude étiologique, on en a parlé déjà. Il y a des personnes qui sont exposées, et on va les suivre. Certains vont tomber malades, c'est le A. Certains restent non malades, c'est le B. Et de la même façon, parmi les personnes non exposées, un groupe non exposé, il y a ceux qui tombent malades, c'est le C, et ceux qui ne tombent pas malades, c'est le D. Le risque relatif
et le rapport entre le risque chez les personnes exposées, RIE, exposées, sur le risque chez les personnes non exposées, RINE, non exposées. Donc cela veut dire que c'est A sur A plus B, le total des exposés c'est A plus B, les personnes qui sont tombées malades c'est A, donc c'est A sur A plus B, sur C plus D. Alors que le risque attribuable ne serait pas le rapport des deux, mais serait la soustraction des deux, c'est-à-dire c'est le risque chez les personnes exposées moins le risque chez les personnes non exposées. Donc c'est A sur A plus B sur moins C sur C plus D. Quels sont les intérêts de ces deux indicateurs? Le risque relatif nous permet de cibler les facteurs de risque sur lesquels il faut intervenir. Donc, de choisir sur quel facteur de risque il faut intervenir pour une maladie donnée. Le risque attribuable nous permet d'évaluer l'efficacité d'intervenir sur un facteur de risque. Donc, l'efficacité de l'intervention sur un facteur de risque donné. On va parler maintenant des conséquences des maladies. C'est surtout, on va parler de l'handicap et de l'incapacité et de la notion de déficience aussi. En résumé, une maladie peut donner une déficience. C'est une insuffisance organique ou mentale. Insuffisance organique ou mentale. Cette insuffisance organique ou mentale va entraîner soit une incapacité, c'est-à-dire un état, une situation de quelqu'un qui n'est pas capable de faire quelque chose, être dans l'incapacité de remplir ses obligations, l'incapacité de se vêtir, dans l'incapacité de manger, ou bien cette déficience va donner un handicap, soit directement, soit à travers l'incapacité. Et l'handicap, c'est la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement, menant à des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales et physiques. Donc, l'handicap, c'est surtout un problème d'interaction avec l'environnement, avec des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales et physiques. Venons aux indicateurs d'utilisation des services de santé. Ces indicateurs supposent que l'utilisation des services de soins correspond aux besoins en matière de soins. Bien sûr, si on utilise un service de soins, c'est qu'on a un besoin pour l'utiliser. Il sert à mesurer la morbidité à partir des statistiques d'admission et de traitement des structures sanitaires. D'admission et de traitement. Ces indicateurs d'utilisation des services de santé donc, ils sont classés en deux types. Soit l'utilisation des services commandés par l'individu, que ce soit une morbidité ressentie et ou exprimée, ou bien une morbidité anticipée par l'individu. C'est l'individu qui entame une procédure de dépistage individuel, telle que un frottis cervical, pour détecter ou la dépister donc le cancer du col de l'utérus. Soit que c'est l'utilisation des services contrôlés par le médecin, de la même façon, soit pour une morbidité diagnostiquée,
soit par une morbidité anticipée par le médecin, telles que des campagnes de dépistage. Ici, on parle de campagnes de dépistage organisées par le médecin. Les moyens de mesure de l'utilisation de ces services de santé sont divers, donc activité de consultation, activité chirurgicale, nombre d'examens, taux d'hospitalisation, durée moyenne de séjour. Les déterminants de l'utilisation des services de santé, donc ici, dans le cadre de l'utilisation des services de santé, donc les déterminants de cette utilisation sont les caractéristiques des bénéficiaires, les caractéristiques de la maladie et les caractéristiques des professionnels, puisque on a deux types d'utilisation, soit par le bénéficiaire, soit par le professionnel, donc les caractéristiques des deux importent, et la maladie, puisque la maladie c'est l'objet de cette interaction entre bénéficiaire et professionnel. Maintenant, on va passer aux indicateurs de ressources. Il mesure les ressources humaines, les équipements et les budgets disponibles pour la santé, c'est-à-dire les ressources humaines physiques et financières. On peut catégoriser les indicateurs des ressources de la façon suivante. Les indicateurs de la capacité de ressources, c'est-à-dire la quantité disponible ou la capacité théorique de production de cette ressource. Exemple, dans un hôpital, nombre de lits dressés ou nombre potentiel de journées d'hospitalisation par année, nombre de journées potentielles. La deuxième catégorie, c'est les indicateurs de l'emploi de la ressource qui réfèrent à la partie productive de cette ressource. Pour prendre les mêmes exemples, c'est le nombre de lits occupés effectivement par les malades dans un hôpital à un moment donné, ou en moyenne pendant une période de temps, ou le nombre de journées d'hospitalisation effectives par année. Et la troisième catégorie, c'est le rapport entre les deux qui s'exprime soit en termes de ressources, soit en termes de produits, de résultats, de services produits. Les ressources humaines, c'est ou bien des rapports agents de santé et population, tels que le nombre d'habitants par professionnel de santé d'une qualification donnée, tel que le nombre d'habitants pour un médecin généraliste, par exemple, ou bien un nombre de professionnels de santé d'une qualification donnée pour 100 000 habitants. Par exemple, on a combien de médecins spécialisés pour 100 000 habitants. Ou bien des rapports entre différents types d'agents de santé, tels que le nombre de médecins par nombre d'infirmiers. Dans ce type de ressources humaines, les statistiques en Tunisie, pour les médecins généralistes, secteur public, secteur privé, donc 3797 de 1955, au total 6752. Pour les médecins spécialistes en public, c'est 30 035, en privé, c'est 3035 plutôt. En secteur public, c'est 4720. Au total, c'est 7755. Pour les pharmaciens, donc 544 en milieu public et 2006 en secteur privé, ce qui donne une totale de 2550. Pour les dentistes, 641 en public et 2800 en privé, ce qui donne un chiffre de 3441. Et pour le personnel paramédical, 42 901 en public, 2717 en privé, et donc donnant 45 618 au total. 130 médecins pour 100 000 habitants, soit un médecin pour 769 habitants, un dentiste pour 3240 habitants, un pharmacien pour 4374 habitants et un paramédical pour 264 habitants. Ce sont les données
de l'Institut national de statistique en 2015. Pour les ressources physiques, on parle d'infrastructures. Le système de soins tunisien comporte un secteur privé, un secteur public, qui est organisé de façon à distinguer une première ligne, faite de petites unités légères, nombreuses, bien réparties, prenant en charge le maximum des demandes de soins, s'occupant surtout de la protection de l'état de santé. Donc, il y a des soins, mais il y a surtout de la prévention. Une deuxième ligne, faite d'hôpitaux lourds, avec technicité et spécialisation, prenant en charge des cas difficiles ou graves, différés par la première ligne, référés plutôt, donc, qui sont envoyés par la première ligne, s'occupant surtout de la restauration de l'état de santé, là où il y a surtout les soins. La capacité hospitalière totale est de l'ordre de 25 500 lits, dont 5 000 au secteur privé. Pour les structures d'hospitalisation, elles sont implantées essentiellement dans les grandes villes. 67% des lits sont dans les établissements de deuxième recours, deuxième ligne, CHU, instituts et centres spécialisés. Le secteur privé comporte 2006 officines, 445 laboratoires médicaux, 111 centres d'hémodialyse et 91 cliniques privées. Maintenant, pour les équipements lourds, toujours dans les ressources physiques, en 2015, les principaux équipements lourds disponibles en Tunisie sont les scanners et l'IRM, avec donc les scanners 43 en public et 121 secteur privé, IRM 10 et 39. Les autres, tels que les PET scans, les accélérateurs linéaires, les cobalt, les lithotripseurs, les gamma caméras ne sont disponibles que dans quelques villes de la Tunisie. La répartition est marquée par un déséquilibre entre les régions et entre les secteurs publics et privés. Pour les ressources financières, l'étude des ressources financières exprime l'effort consacré dans la gestion des ressources humaines et physiques en termes monétaires. L'affectation des ressources financières se mesure par soit la proportion du PIB réservé à la santé. En Tunisie, la proportion du PIB consacrée à la santé est de 6%, soit par la proportion du PIB consacrée aux activités en rapport avec la santé, l'éducation, le développement communautaire, tout cela. Les dépenses peuvent être calculées par habitant, pour différentes catégories de services, ou par maladie. Quand on étudie l'évolution des dépenses de santé dans le temps, il faudra faire la part de l'effet de l'augmentation de la population ou de l'impact de l'utilisation des services sur les dépenses de santé. Donc, bien sûr, si la population augmente, les dépenses augmentent, mais aussi, si l'utilisation augmente, les dépenses aussi augmentent. On va parler des sources d'informations servant à élaborer les indicateurs de santé. Alors, chaque pays a son système de collecte des informations. Les principales sources d'informations sont les suivantes: le recensement, les statistiques de l'état civil, les données de morbidité et les enquêtes systématiques. Le recensement, Taded Soukani, il est en général fait chaque 10 ans en Tunisie. C'est la principale source de données démographiques et socio-économiques. Constitue une source de premier ordre pour le dénominateur des taux, pour les dénominateurs. Les statistiques de l'état civil constituent un complément au recensement, des données sur les naissances, les décès, les mariages, les divorces, des statistiques vitales concernant les décès, les causes de décès, le taux de suicide, la mortalité par cancer, la mortalité maternelle. Et à ce propos, la qualité d'enregistrement doit être améliorée en Tunisie concernant ces statistiques de l'état civil. Les données de morbidité ne sont fiables qu'à l'hôpital, on l'a dit déjà. Il y a la notion de déclaration obligatoire pour certaines maladies graves et importantes pour la santé publique,
qui est donc déterminé légalement. Il y a toute une série de maladies qui sont à déclaration obligatoire, surtout des maladies transmissibles. Les enquêtes systématiques, source très riche d'informations sanitaires, renseignent sur la morbidité ressentie, mais sur d'autres morbidités, même exprimées. Renseignent aussi sur l'utilisation des services de santé, les habitudes de vie, la restriction des activités, l'handicap par exemple, ainsi que les caractéristiques sociodémographiques. Ce sont des études coûteuses et complexes. Il faut les réserver plutôt réserver ces études aux grandes unités géographiques. En conclusion, les indicateurs et indices sanitaires, c'est essentiellement pour décrire une situation sanitaire, suivre son évolution, expliquer les divers facteurs qui influencent le système de santé, servir de base de décision en santé publique et permettre d'opérer les choix rationnels d'une politique de santé. Merci pour votre attention.